Bienvenue dans notre 30e leçon. Notre 30e leçon qui vient compléter les deux premières leçons, à savoir la 28e et la 29e leçon, tout qui était dans le thème la gestion des conflits en milieu professionnel. Donc, chers amis, nous sommes dans la 30e parce qu'il y a eu la 28e, la 29e et celle-ci vient compléter toute une série de deux leçons précédentes. Nous avons commencé avec la 28e leçon. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la chercher, elle est là, dans laquelle nous avons parlé des raisons pour lesquelles dans l'entreprise on peut avoir des conflits, dans l'organisation. Nous avons parlé des raisons, des causes qui peuvent occasionner des conflits dans un milieu professionnel. Parmi ces raisons, nous avons cité la mauvaise évaluation, les mauvais types de leadership. Nous avons parlé des causes comme des conflits entre les personnes liées aux intérêts. Nous avons parlé de la mauvaise communication. Nous avons parlé des causes comme celles qui sont liées à la réduction des ressources. Nous avons parlé des causes comme les intérêts personnels. Nous avons parlé des causes comme les problèmes qui peuvent être liés au caractère des gens que vous avez dans l'organisation, mais qui naturellement sont des mauvaises personnes. Là où elles sont, il y a toujours des conflits. Là, c'était la 28e leçon. La 29e leçon, elle, dans le même thème, a porté sur le type des conflits à milieu professionnel et leur mode de gestion. Là, nous avons subdivisé en 3 types de conflits. On a parlé des conflits collectifs, c'est-à-dire qui opposent des groupes de personnes, soit dans l'organisation ou en dehors de l'organisation. Là, on a parlé des conflits collectifs qu'on appelle intra-organisationnels et inter-organisationnels. Nous avons vu la deuxième catégorie des types de conflits qu'on a appelés les conflits individuels. Dans les types de conflits individuels, c'est-à-dire entre les individus, nous les avons sous-classés aussi en 2 sous-conflits qu'on a appelés intrapersonnels et interpersonnels. Intrapersonnel, c'est pour des gens qui travaillent dans une même organisation, mais ayant des liens biologiques. Interpersonnel, c'est pour des gens qui travaillent dans une même organisation, mais sans aucun lien familial ni biologique. Et la troisième, on a parlé de ce qu'on appelle conflit individuel collectif, c'est-à-dire lorsque une personne est en conflit contre l'organisation. Et dans la même 29e leçon, on a parlé des modes de gestion des conflits, ce que nous avons appelé qu'il y a l'évitement. Vous avez un problème avec quelqu'un, vous évitez d'en parler, vous évitez de chercher la solution. On a parlé de l'accommodation, on a parlé de la collaboration et on a parlé de ce que nous avons appelé des moyens que vous utilisez pour essayer de faire la collaboration. Il y a des moments où on a dit que ça dépend d'un contexte à l'autre. Et on a dit, dans la 29e leçon, que le rôle du leader, c'est de voir où est le problème, quel est le degré du problème, comment les gens réagissent, est-ce qu'il est nécessaire que ces 2 personnes ou que ces parties elles-mêmes finissent le problème, ou il y a nécessité de l'intervention des tiers. Et la 30e leçon vient maintenant compléter ces 2 leçons précédentes en disant quelle est l'importance maintenant de l'intervention des tiers, des tierces personnes, donc des personnes étrangères aux 2 parties pour trouver la solution. Donc la 30e leçon, qui est la dernière dans la série de comment résoudre les conflits en milieu professionnel, vient nous parler de l'intervention des tierces personnes dans la résolution des conflits en milieu professionnel. Pourquoi nous avons voulu parler de ce sujet au numéro 30? C'est parce qu'on a trouvé qu'il y a 2 possibilités de finir un problème. La première possibilité de mettre fin à un conflit, c'est lorsque les parties elles-mêmes s'assoient, discutent et trouvent la solution.
ce que nous appelons l'arrangement à l'amiable. Comme disaient certaines personnes, qu'au lieu d'aller à la justice, au lieu d'aller chez les avocats, au lieu d'appeler les experts des tribunaux pour qu'ils siègent des journées en payant des frais, des justices et autre chose, les deux parties disent, nous sommes matures, nous sommes capables de nous asseoir et trouver la solution. Et là, c'est un bon arrangement qui est mieux qu'un bon procès, disent les experts. Mais la deuxième face du problème, c'est qu'il y a des moments où il est impossible de trouver la solution par vous-même. Il est impossible que vous, deux parties, ou nos deux parties, ou les deux protagonistes, ou les deux antagonistes, trouvent la solution. On essaie d'éviter, ça rebondit. On essaie de faire la collaboration, ça rebondit. On essaie de faire l'accommodation, ça rebondit. Mais finalement, vous êtes leader dans une entreprise, vous êtes leader dans une organisation, vous allez maintenant appliquer la 30e leçon de dire, ces gens n'auront jamais la solution, je fais recours directement à la partie qu'on appelle l'intervention des tierces personnes. Qu'est-ce qu'on peut appeler tierces personnes? Les tierces personnes, ce sont ces gens qui viendront s'interposer entre les deux parties au conflit, mais dans le but de leur apporter une solution qui sera satisfaisante à tout le monde. Les tierces personnes, ou bien les tiers, c'est celui-là qui vient dans l'organisation comme tierce partie, comme une partie 3 ou 2, pour dire, vous avez fourni tous vos efforts parce qu'il fallait que vous ayez la solution, maintenant qu'il n'y en a pas, je viens apporter mon appui, mon expertise, mon expérience, mes conseils, mes directives, pour que vous ayez une solution. Et la personne ne doit pas venir du hasard. Soit le leader dans l'organisation l'a appris, vient proposer à une des parties ou aux deux parties de recourir à tel expert, ou une des parties fait recours à l'expert, ou on leur propose. Quelqu'un vient dire, écoutez, vous avez un problème, mais essayez de demander à telle personne de vous aider. Les tiers là, les médiateurs qui viennent, doivent avoir des qualités. Vous ne pouvez jamais venir dans la médiation, dans un problème, si vous ne remplissez pas quelques conditions. Première condition, le médiateur doit être crédible. C'est-à-dire, toutes les deux parties doivent lui faire confiance. Ce sont les agents et les employeurs, et l'employeur et les agents, tout le monde doit lui faire confiance. Deuxième chose, c'est que le médiateur doit être quelqu'un de neutre. Neutre, sans parti pris, impartial, juste. Quelqu'un qui ne va pas voir l'erreur se taire et parler les erreurs de l'autre côté, mais quand il est aux erreurs de l'autre partie, il dit, vous n'avez rien fait de mal. Il doit être quelqu'un de juste, qui est franc, qui dit ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est bien. Le tiers doit être aussi empathique. Empathique, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'empathie, qui se met à la place des autres, qui essaie de se représenter ce que les autres ressentent, qui essaie d'entrer dans la peau des autres, de dire sincèrement, quand on me fait ça moi aussi, je ne me sentirai pas bien. Les médiateurs doivent être quelqu'un d'autoritaire, parce que n'oubliez pas que pour imposer aux gens certaines choses, il y a des moments où vous faites la médiation dans un conflit, vous essayez aussi de vous imposer. Vous dites sincèrement, ça, il faut que vous en fassiez. Eh bien, l'autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui les respecte. Je ne vois pas que vous veniez devant quelqu'un pour dire que vous allez servir de médiation alors que lui-même ne vous respecte pas. Et autre chose, il faut qu'il soit compétent, quelqu'un qui maîtrise la matière. Vous ne pouvez pas aller faire la médiation dans un problème en matière de travail si vous ne maîtrisez pas les codes du travail. Vous ne pouvez pas aller faire la médiation dans des choses de marketing et de production si vous ne savez pas le flux économique en matière de production, de marketing. Vous ne pouvez pas aller faire la médiation dans une entreprise qui est chargée, par exemple, de l'exportation et de l'import si vous ne maîtrisez pas les mouvements
d'import-export. Bref, votre médiateur doit être quelqu'un aussi qui maîtrise les domaines en question. Alors, le médiateur est là, il va agir, mais comment agir? Il y a plusieurs façons maintenant d'agir. Nous sommes toujours dans les domaines du travail. Nous ne voulons pas que les gens confondent cette leçon avec la gestion des conflits dans d'autres domaines. Nous sommes purement dans les domaines professionnels, le travail. La première manière de faire, c'est la négociation raisonnée. Qu'est-ce que la négociation raisonnée? La négociation raisonnée signifie que vous avez des gens, vous les faites asseoir, vous préparez un lieu dans lequel vous allez discuter de votre problème. Chaque partie présente ses problèmes et l'autre partie présente des problèmes. Vous distinguez les positions des intérêts, c'est-à-dire ce que ces gens disent et ce que ces gens veulent. Des fois, les gens vous disent une chose, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Il y a des moments où quelqu'un peut vous dire, en tout cas, je vais le renvoyer parce qu'il travaille mal. Mais ça, c'est son langage. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut peut-être qu'il accepte la réduction de son salaire. Alors, vous voyez déjà qu'il y a la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens veulent. Vous devez distinguer. Vous distinguez les personnes du problème. Vous cherchez quelle est la solution que chaque partie veut au clair. Qu'est-ce qu'on ne veut pas dire publiquement que l'on veut dire? Et c'est pourquoi le médiateur peut avoir le temps de s'asseoir avec ces gens, partie par partie, pour dire, voilà, dans la médiation raisonnée, vous aimeriez dire ça, mais au fond de votre cœur, vous voulez quoi? Des fois, les gens vous disent ce qu'ils ne disent pas tout haut. Ils vous disent, moi, je veux ça. Et pourquoi tu ne le dis pas? Je ne vais pas le dire pour que on ne m'interprète pas mal. Mais c'est ce que je veux. Alors, vous, médiateur, si vous allez faire la médiation, sans distinguer ces deux choses, vous allez faire une médiation de mascarade et ça va rebondir le lendemain. Vous pouvez trouver l'arrangement ou le règlement à l'amiable. Vous venez, vous expliquez aux parties l'inconvénient d'aller en justice, vous expliquez aux parties l'inconvénient de rester dans la confrontation et hop, vous les laissez. Vous leur dites, je vous donne maintenant le temps de discuter, vous trouvez la solution, bravo. Vous la trouvez pas, alors je vais intervenir. Vous la trouvez pas, je ne sais pas quoi vous faire, vous irez directement à la justice. Là, c'est la deuxième façon. Troisième chose, ça peut être ce qu'on appelle la médiation systématique. Dans le milieu du travail, avec notre siècle, on a découvert que dans des entreprises où les gens veulent avoir une bonne résolution de leurs problèmes, ils se cherchent des gens qui sont des agents, qui sont compétents, on les forme en médiation, en résolution des conflits, on les identifie comme tels, comme des cadres, comme des agents qui sont censés apporter leur expertise lorsque l'organisation, l'entreprise elle-même est en difficulté, mais en les utilisant comme des agents internes. Vous identifiez des femmes, vous identifiez des hommes dans votre entreprise, vous dites tel, tel et tel, nous allons vous fournir une formation d'une semaine sur la gestion des conflits en milieu professionnel. Chaque fois qu'il y aura des problèmes ici, nous ici, avant qu'on aille ailleurs, vous nous amènerez à discuter pour trouver la solution. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant avec le siècle présent la médiation systématique. Donc, ce qu'on appelle la médiation inter-employée. Ce sont ces gens qui sont capables de discuter avec les managers, avec les agents. Ils sont capables de discuter avec les agents à l'absence du chef. Ils sont capables de discuter avec les collègues qui sont en conflit sans que le chef n'intervienne. On trouve la solution. Mais le risque, c'est que si ces gens ne sont pas dynamiques, ils peuvent être manipulés par l'autorité de l'entreprise. Ils peuvent être manipulés par les managers à son propre avantage pour que chaque fois qu'il y aura des problèmes, qu'ils se penchent de son côté. Donc, si vous les choisissez dans la médiation systématique, ces agents doivent avoir vraiment un caractère fort, capable de résister contre toute tentative de vouloir se rallier du côté du plus fort dans l'entreprise pour conserver leur poste, bien sûr. Le dernier élément, c'est ce que nous appelons l'ombudsman. L'ombudsman existe dans la plupart d'entreprises
ou dans la plupart d'organisations des Nations Unies ou dans des grandes agences. Et ce sont des gens qu'on appelle des médiateurs professionnels, mais qui sont au même moment désignés comme des agents. L'ombudsman, c'est qui? Cette idée est née en Suède il y a des années, où on avait dit que nous pouvons prendre un expert en conflit, nous les recrutons, comme nous avons plus de 1000 agents, nous avons plus de 500 agents, nous avons plus de 5000 agents, il est là seulement pour essayer de recevoir les plaintes concernant les injustices, les harcèlements sexuels, les détournements, des plaintes par rapport à la discrimination raciale, ethnique, des plaintes par rapport à l'abus de pouvoir, des plaintes par rapport au stress que certains managers imposent aux agents. Et lui, il reçoit les plaignants, il les écoute, il peut maintenant aller aux agents accusés, aux agents concernés qui sont cités comme ayant été à la base de ces mauvaises conduites que je suis en train de dire, leur montrer qu'il y a déjà quelque chose qui est déjà levé à son égard, l'écouter, voir maintenant comment il peut mettre les deux parties ensemble pour que l'organisation ne perde pas de l'argent en justice. C'est lorsque l'ombudsman a échoué complètement que l'une des parties peut dire « moi je pars rester en justice contre telle partie ». L'ombudsman, bien sûr, doit être aussi crédible, comme on l'a dit, quelqu'un qui peut être capable d'écouter chaque partie avec empathie, avec écoute active, quelqu'un qui est vraiment lié au bien-être du personnel, qui n'est pas lié à l'organisation, mais il est lié au bien-être universel, quelqu'un qui est capable d'orienter, de guider, mais aussi l'ombudsman doit maîtriser toutes les procédures et la conduite de l'organisation. Quand il y a violation, il sait vous dire, vous avez violé telle chose, vous devriez faire ça, vous allez réparer comme ça. Et même dans certaines occasions, il y a même des gouvernements qui recrutent des ombudsman. Il est là seulement comme l'ombudsman national. Tous les agents, quand ils ont un problème avec un ministre, ils ont un problème avec un gouverneur, ils ont un problème avec qui que ce soit, avant d'aller à la justice, ils partent trouver l'ombudsman. C'est vrai que pour l'être, il faut avoir des compétences, mais aussi il faut que l'entreprise voie la nécessité de le recruter. Bref, nous terminons avec la 30e leçon. Pour rappel, la 30e leçon a porté sur seulement deux choses. Les tierces personnes, comment elles peuvent intervenir pour aider les gens à trouver la solution. On a expliqué comment, si vous voulez venir comme tierce personne médiateur, vous devez avoir des qualités, mais aussi on a montré les différentes façons par lesquelles les tiers peuvent intervenir. On a parlé de la médiation raisonnée, de la médiation systématique, on a parlé du règlement à l'amiable, mais sur directive du médiateur, et on a parlé de la présence de l'ombudsman. Vous avez ces quatre choses dans l'organisation, c'est à vous de dire je peux faire ça, mais l'essentiel c'est la réduction des problèmes en milieu professionnel. Je termine en disant encore, vous avez suivi la 30e leçon, prenez la 29e et la 28e. Vous avez suivi la 30e leçon, rassurez-vous que nous clôturons toute une série de leçons qui étaient au nombre de trois leçons, à savoir la leçon numéro 28 sur les causes des conflits en milieu du travail. 29, on a parlé de ce qu'on a appelé les modes de gestion des conflits. Et ici, c'est l'intervention des tierces personnes. 3 questions de fin, de finalisation, comme on l'a toujours fait. Et on ne vous annonce pas la 31e leçon pour que vous restiez toujours à l'écoute. Vous n'avez pas été abonné, abonnez-vous. Ça, c'est l'audio que vous suivez. Cliquez à l'Internet, cherchez Leadership Training, Dr Patrick Girukwayo. Vous allez trouver toutes les leçons qui viendront et ça va vous aider. Si vous êtes en train de suivre en direct sur la chaîne, cliquez seulement sur Share, partagez, abonnez-vous, faites des commentaires ou bien contactez-nous sur notre numéro WhatsApp qui est déjà sur la chaîne. 3 questions plutôt pour finir. Première question. Quelles sont les autres qualités du médiateur?
quelles sont les autres qualités du médiateur? Deuxième question, quels autres moyens disposent les tiers? Quels autres moyens disposent les tiers pour résoudre les conflits au travail? Quels autres moyens dont disposent les tiers pour résoudre les conflits au travail? Dernière question, citez les autres fonctions de l'ombudsman. Citez les autres fonctions de l'ombudsman. Nous terminons avec la 30e leçon. Nous vous encourageons à les partager avec des amis afin que nous ayons la possibilité de continuer à échanger sur tout ce qui concerne les problèmes à résoudre dans notre milieu professionnel. Et en tant que leader en formation, vous devez toujours identifier les problèmes et chercher à réduire leur incidence négative sur le milieu professionnel. Et je termine en disant, mon travail aussi des thèses sur les doctorats a porté aussi sur les problèmes à milieu professionnel. Bien sûr, c'est en anglais. Si vous avez besoin de l'obtenir, vous pouvez le réquisitionner en nous envoyant un message, en nous contactant. Nous pouvons vous l'envoyer et ça portait sur les types de leadership à milieu professionnel, comment le leadership peut influencer les milieux professionnels et résoudre ou réduire les conflits. Merci, à nous revoir dans la 30e leçon. Au revoir.